Chaque œuvre médiatique, encore plus quand ça appartient au genre des jeux d'horreur, rencontre le même défi, crée un motif suffisamment convaincant pour pousser un groupe de civils ordinaires à commettre des actes violents et répréhensibles, souvent basés sur des clichés familiers. Certains mettent en jeu la sécurité du groupe, comme dans Battle Royale où des lycéens sont contraints de s'entretuer sous la menace d'explosifs, d'autres menacent les proches des participants, comme dans les Hunger Games où des villes entières sont en danger. Certains offrent des incitations financières, comme dans The Running Man, où je pense un peu à Squid Game aussi. Peu, par contre, explorent l'idée de Fear and Hunger et transforment profondément les protagonistes. Moonscorch propose une approche unique en transformant les personnages en monstres reflétant leurs pires traits ou leur traumatisme. Cette mécanique apporte une profondeur psychologique aux personnages, les rendant plus complexes et intéressants. Avant de rentrer dans le détail des brûlures de lune, avant de commencer, je vais expliquer un peu plus ce qu'est exactement la brûlure lunaire et son rôle dans le jeu sus-mentionné. La peur et la faim, Fear and Hunger Termina, suit un groupe de 14 personnages qui sont forcés, contre leur gré, de participer à un événement connu sous le nom du Festival de Termina, un événement de type Battle Royale dans lequel un seul personnage peut théoriquement, je dis bien théoriquement, vivre. Le Festival de Termina n'est pas orchestré par un gouvernement corrompu ou une légion de milliardaires sadiques ennuyés, comme Squid Game qu'on parlait juste avant, mais plutôt par une ancienne divinité surnaturelle connue sous le nom un peu particulier en français de Rar, alors que Rar est un filou. Dieu, il est fortement associé à la vérité, étant donné que le clair de lune illumine ce qui est enveloppé dans l'obscurité. La brûlure de lune se produit chaque fois que de rares regards fixent trop longtemps sur un individu. L'idée étant qu'il met en lumière ses vraies formes en le forçant à se débarrasser de la coquille, dans ce cas-ci, corps humain, qui les enveloppait auparavant, reflétant la vérité de leur caractère comme monstrueux et souvent abominable. Mais il convient de noter que la vérité dans ce domaine doit être prise avec des pincettes, car Rar déteste notamment l'humanité et prétend que la vérité qui se cache à l'intérieur de chaque être humain est monstrueux afin de justifier cette croyance. Il est important de garder à l'esprit que ce n'est pas parce qu'un personnage exprime certaines qualités sous sa forme brûlure de lune que c'est la réalité de ce qu'il est. Cela signifie simplement que c'est la réalité de ce qu'il craint. Ils le sont bien que ce soit la tendance générale. Bien qu'il y ait deux personnages, donc Karen et Kalura, que Karen il parle de Karine, mais Kalura je vois pas exactement, qui ne présentent pas du tout la même honte et la même conscience de soi que les 12 autres, hommages en ce qui concerne leurs propres défauts et dont les formes de brûlure lunaire reflètent donc leur réalité. Donc avant de commencer à regarder les autres, on va jeter un petit coup d'œil aux exceptions particulières. Donc Karine, c'est une journaliste de guerre. On a vu une vidéo très intéressante avec elle pour comment devenir surpuissant dès le début du jeu avec elle, vidéo très très cool, qui veut clairement que Badley soit perçu comme héroïque et vaillant, se décrivant comme s'appartenant à une Valkyrie qui immortalise les histoires des morts en leur portant sur leur dos. Les Valkyries traditionnelles sont honorables en guidant les âmes des défunts vers le Valhalla. C'est un peu une mythologie nordique, viking, mais cette incroyable image noble est la chose la plus éloignée dont la façon dont Karine est réellement perçue alors qu'elle entre dans, ou Karen du coup, est réellement perçue alors qu'elle entre dans sa profession avec une intention pure, probablement désireuse d'imiter la qualité des Valkyries traditionnelles. Au fur et à mesure qu'elle avance dans sa carrière de journaliste, elle se retrouve confrontée à la situation difficile de profiter des souffrances qui ne sont pas les siennes, pour profiter de son succès lié à des souffrances humaines catastrophiques dont elle n'a jamais été aussi proche. Donc elle a de l'empathie pour ça. En conséquence, la ville, les gens, elle est considérée comme simplement une harpie qui récupère et profite des douleurs les plus profondes. Donc c'est très paradoxal des gens, tout en essayant de se faire passer pour un être charitable, bienveillant. Par contre, semble pleinement conscient, donc Kalura, je sais pas, donc c'est traduit en français, c'est une vidéo anglaise traduite en français, je vois pas exactement de qui il parle quand il dit Kalura. Par contre, semble pleinement conscient de ses pires qualités, il s'en fiche, il en est l'un des seuls personnages qui tentera activement de tuer les autres concurrents étant un gangster, et il est ouvertement hostile dans pratiquement toutes les interactions avant le festival de Termina. Il était si connu pour sa cruauté qu'il a été présenté comme le comte Draco par ses pairs, et en plus de sa cruauté,
Il s'est rapidement imposé dans le jeu en tant que prédateur. La forme brûlée par la lune de Kagura s'intitule donc plutôt efficacement le monstre, une créature qui ne peut pas être montrée par peur de mes abonnés YouTube, donc par peur de perdre la monétisation YouTube. Mais il ressemble fertement au père de bouffe si vous savez que vous connaissez sa forme. Il est sans doute l'un des plus dégoûtants du jeu, étant une créature littérale des égouts, inondée de bave et de mucus qui crache du poison dans sa bouche, à la fois à un sens littéral et métaphorique, en reflet de sa perversion et de sa cruauté. Ensuite, nous avons une poignée de personnages, donc les formes brûlées reflètent leurs pires qualités, mais sont considérées par les personnages eux-mêmes comme leur version idéalisée. Dans cette catégorie, nous avons Tanaka Sam et Henri Tanaka. Donc Tanaka, on a vu comment le battre sur la chaîne. C'est un homme d'affaires japonais qui a été préparé pour devenir l'unique héritier de l'empire corporatif de la famille. Afin de le préparer au mieux à ce rôle, sa famille, mais aussi son père, accordent une grande importance à lui apprendre à être entièrement autonome sur la façon de maximiser sa productivité à tout prix et à le décourager de montrer des signes de douceur ou de faiblesse de sa part, à un âge assez précoce déjà, malheureusement pour lui. Mais il semble y avoir un conflit constant entre sa personnalité naturelle et l'idée qu'il devrait mieux rechercher et privilégier ses propres intérêts. Lui, il n'est pas complètement d'accord avec ça, car dans le jeu, il existe de nombreux exemples de Tanaka où il agit de manière altruiste. Donc j'hésiterai pas à rentrer dans les détails de ça, mais là je veux pas trop vous spoiler. Mais il y a un petit exemple qui vous spoil pas trop, c'est il récupère le fauteuil roulant d'Olivia et tentera de vous aider, le joueur, si vous tombez dans le puits du bûcheron. Mais tout altruisme potentiel dont Tanaka fait preuve est en contradiction avec la façon dont son père pense qu'il devrait se comporter au mieux. La forme brûlée par la lune de Tanaka est donc fortement façonnée par la culpabilité qu'il ressent d'avoir potentiellement déçu son père et sa famille parmi les seules formes brûlées de la lune qui peuvent rappeler avec vivacité son propre passé. Sa forme est simplement intitulée le jugement, étant une version tordue et corrompue de l'accomplissement du plafond de verre qu'il a essayé de briser. Sa forme ressemble vraiment à Tanaka, mais son corps est jonché de gros éclats de verre douloureux, alors que son cou est contraint par un objet qui, à mes yeux, ressemble à un appareil de torture médiévale, reflétant l'immense pression qui a défini sa vie jusqu'à présent. Ironiquement, le jugement exprime même carrément des remords d'avoir été trop dépendant des autres, pour le point qu'il manque apparemment de tout sentiment d'auto-préservation. Donc il a du mal vraiment à à pas culpabiliser, à pas se faire trop de mal. Il s'efforce constamment d'être productif malgré ses blessures profondes. C'est encore une autre forme de dialogue qui se démarque par un jugement répétant constamment des phrases que l'on pourrait facilement imaginer entendues par des milliers de fois par la bouche de son père. De temps en temps, l'avertissement: attends que personne n'ait de réserve d'or dans la bouche, il ne s'arrête jamais, le monde n'attend pas, car les faibles sont autour. Le jugement est clairement le reflet de l'être que le père de Tanaka voulait le plus qu'il devienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que Tanaka semble reconnaître comme étant nuisible pour lui, mais spécifiquement parce que cette forme atténue la culpabilité qu'il a d'avoir potentiellement déçu sa famille. Donc c'est très profond, l'histoire de Tanaka, je pensais pas qu'elle était vraiment aussi profonde. C'est une histoire qui est très intéressante. J'espère qu'elle vous plaît justement. J'ai vu toutes les brûlures de lune, là, big up à Omniworld. Justement, j'ai mis toutes les brûlures de lune, si jamais vous voulez les voir, pas commenter, vous pouvez les savourer sur la chaîne, elles sont juste en dessous. Henrik, lui, en revanche, ne semble avoir aucune sorte de sentiment négatif lié à sa brûlure de lune. Il semble le percevoir comme un idéal désirable. C'est l'une des seules formes brûlées par la lune dont le nom a une connotation positive, étant appelé le gentleman. Le gentleman est la seule brûlure de lune qui n'est pas ouvertement agressif, étant capable de tenir une conversation fluide et complexe, bien qu'il possède un tempérament un petit peu agressif. Il est mis en évidence via un dialogue incorrect. Choix, il traite le joueur avec au moins une façade de courtoisie, conservant bon nombre de manières qu'Henrik associe probablement à la société supérieure. Donc après lui, c'est vrai qu'il suffit d'un mauvais dialogue et on se fait bousiller, on a appris ça à nos dépens. Nous savons qu'Henrik a officiellement eu du mal à s'établir professionnellement et qu'il occupe un poste de service, la lecture
dans ses pensées révèle que tout ce à quoi il aspire est bien considéré et apprécié, le gentleman étant une incarnation bizarre de ce désir, étant cultivé et raffiné. D'une certaine manière, Henrik n'est tout simplement pas un gentleman. Il se distingue par un riche important, exerçant à la fois un pouvoir et une position en matière de relations publiques, mais malgré son énorme pouvoir, le gentleman partage toujours la sensibilité d'Henrik à l'égard du rejet, incarnant ses pires qualités en ce qui concerne la dernière chose qui me frappe à propos du gentleman, c'est la rapidité avec laquelle il se tourne. Henrik ayant la capacité de pleine lune le premier jour du festival, Henrik en tant que personne exprime une paranoïa relativement extrême et a tendance à s'isoler en période de détresse mentale. Lorsque nous le rencontrons, il est un peu en itinérance, il se balade dans le manoir, on sait pas trop ce qu'il fait. Il se balade dans les halls tout seul, ce qui me semble suggérer que le monsieur est né avec une profonde solitude. Donc ouais, c'est assez intense hein, quand même, effectivement, Henrik que vous pouvez croiser dans le manoir, un peu caché dans le manoir de Firenenger Termina, hein, dans la ville tout simplement. Il y a aussi Levi, Marco, Olivia, dans un jeu où presque tous les personnages ont une histoire déchirante. Levi, Levi, c'est celui qui a sans doute l'histoire la plus triste pour moi. Il est saisi par l'État après le meurtre de sa mère et la détérioration constante de son père alcoolique, uniquement enrôlé à l'âge de 13 ans en tant qu'enfant soldat. Bien que Levi excelle de manière unique au combat, ses pairs, qui sont tout aussi jeunes et enfantins que lui, ne sont pas témoins de centaines et de centaines de morts inutiles. Alors que l'âge de la conscription est abaissé, Levi finalement à l'épiphanie, les jeunes sont perçus comme de la chair à canon consommable qui permet aux vrais soldats de survivre, et à chaque nouvelle horreur qu'il voit, il sait que le pays le perçoit lui et ses camarades comme rien de plus que des corps à détruire et à jeter, devenir plus fort. Il faut également noter qu'au moment de la fin, Levi n'a que 18 ans, et cette guerre représente un bon tiers de sa vie jusqu'au moment où il décide de déserter, incapable de supporter plus longtemps la brutalité de ses supérieurs et de son environnement. Il y a aussi une certaine ironie dans le personnage de Levi, dans le sens où il exprime remarquablement peu de pitié envers les êtres brûlés par la lune, faisant même la remarque qu'il serait beaucoup plus facile de simplement mettre le feu à la ville entière, alors qu'en réalité la pré-transformation de Levi a une quantité remarquable en commun avec eux. Donc tous deux manipulés par des puissances supérieures pour commettre d'énormes actes de violence qu'il n'aurait jamais commis autrement. Lorsqu'il est brûlé par la lune, il se transforme en une créature qu'il incarne douloureusement ce passé et qui se transforme en une créature connue sous le nom de The Weeping Scope, une arme humaine sans visage. Les traits distinctifs du visage sont effacés à mesure que sa tête se transforme en quelque chose qui ressemble au canon d'une arme à feu, représentant la façon dont Levi a le sentiment que l'armée l'a dépouillé de son identité et de son humanité. Cette arme est absolument surdimensionnée. Absurdement même surdimensionné, dans le contexte du corps mince à moitié recourbé, allongé en dessous. Il n'y a aucune capacité à penser ou à communiquer d'une manière qui ne soit pas basée sur la violence. Et pourtant, bien qu'elle soit conçue pour la violence à tous les égards, la lunette Weeping est remarquablement pathétique. Elle ne semble même pas vouloir le faire, être l'arme dans laquelle il l'a transformée entre ses mains, semblant essayer de griffer la partie militarisée du visage. Contrairement aux autres lunes brûlées, elle ne bouillonne pas à la bouche et ne rage pas ou ne délire pas. Elle pleure juste lorsque vous la rencontrez pour la première fois. La lunette pleureuse, entre guillemets, est enroulée en position fétale. Et même les membres de votre groupe qui ont été profondément traumatisés par des monstres comme celui-ci le trouvent déchirant. La posture à moitié enroulée évoque une sorte d'impuissance enfantine, reflétant la douleur d'un personnage qui n'a jamais eu l'opportunité d'être autre chose qu'une arme de guerre et fonctionne actuellement avec la conviction que c'est tout ce qu'ils seront un jour. Il y a dans cette scène presque comique, dans le jeu dans laquelle Levi fait la remarque qu'il est trop tard pour changer immédiatement sa trajectoire de vie avant de révéler qu'il n'a que 18 ans. Mais cette remarque reflète la façon dont il se perçoit véritablement comme quelque chose existant à la marge entre un enfant sans défense et un soldat insensé. Et cette perception se reflète dans la tragédie de la portée des pleurs.
Très très beau, hein. Franchement, je trouve ça magnifique. Moi, Levi, c'est un personnage qui m'avait vraiment touché, qui est très touchant. On a fait quelques vidéos avec lui assez simples, hein. J'ai quelques petits gameplays où mon pote il découvre Fear and Hunger Termina, ou même un des derniers gameplays que j'ai dû faire. Effectivement, vous pouvez trouver sur la chaîne où ça joue justement Levi, et c'est très 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 touchant. Marco, c'est encore un autre personnage qui a été forcé dans un rôle qu'il ne voulait explicitement pas assumer en raison de sa taille impressionnante, de sa force louable et du fait que lui et son assistant ont passé toute leur vie à se faire passer par des criminels comme un voyou à louer. Mais Marco n'a jamais montré le désir de recourir au crime ou à la violence, même dans des circonstances désespérées. Il n'y recourt que pour assurer sa survie et celle de sa sœur. C'est pour ça que c'est un personnage qui est très apprécié et très altruiste. Il veut vraiment protéger sa sœur, Marco. Il boxe comme moyen de s'en sortir sans commettre d'actes criminels. Mais à mesure qu'il se fait un nom, il trompe en utilisant ses compétences pour tuer, la vie de sa sœur étant menacée s'il refusait de le faire. Et pour échapper à cet environnement, il doit tuer une fois de plus. C'est un acte incroyablement douloureux pour Marco, et pourtant, il va pas avoir de le choix de le commettre. Il va vraiment commettre cet acte horrible. La forme brûlée par la lune de Marco est alors naturellement le reflet de l'imposante bête vorace qu'il croit être. Cette créature est appelée le géant, son torse entier est entièrement composé d'yeux et de dents, probablement en référence au fait que la seule façon dont Marco a pu survivre était grâce à d'autres UGL. Ses actes inhumains les plus agressifs, chaque partie du corps du géant a été transformée en arme avec ses mains, étant réduit à de grossiers marteaux, sa main gauche étant spécifiquement verrouillée autour de la gorge de quelqu'un. La créature est aussi nommée, comme Marco, en proie à la culpabilité, que sa tête semble se fendre, seulement capable de scander le mot coupable encore et encore, une condamnation beaucoup trop sévère d'un homme qui n'a encore jamais eu son mot à dire dans sa situation. Parmi tous les personnages de cette catégorie, Olivia est celui qui considère explicitement son Moonscorch, donc sa brûlure de lune, comme le reflet de ce qu'elle a toujours souhaité, transformée en un humanoïde connu sous le nom de danse mécanique. Aucune caractéristique humaine perceptible, ses parties les plus grandes et les plus volumineuses rappelant le fauteuil roulant qu'Olivia utilise pour parcourir le monde avec ses qualités, suggérant que les deux ont en quelque sorte fusionné physiquement pendant la transformation. La danse mécanique n'a également aucun membre, les deux bras étant enveloppés dans du métal sur un système de ventilation mécanique pour respirer. Sa variabilité pour vivre et se déplacer dépend d'une machine, reflétant la façon dont Olivia croit que le monde la perçoit depuis qu'elle est devenue handicapée, étant déshumanisée au point qu'elle croit être uniquement perçue comme son handicap. Olivia exprime à plusieurs reprises son ressentiment à l'égard du fait que la première chose que les gens perçoivent généralement à son sujet, c'est son fauteuil roulant, comme s'il la réduisait à l'outil dont elle a besoin pour survivre, plutôt qu'à être une humaine à part entière. Cela reflète un sentiment qu'elle a clairement hébergé pendant un laps de temps considérable, car si vous parlez à Olivia après la transformation et lui demandez ce qu'il s'est passé, elle criera en retour « C'est arrivé, j'ai été comme ça depuis toujours » et j'exprime un degré considérable d'angoisse à propos de sa nouvelle forme. Nous avons donc cette brûlure de lune qui va vraiment toucher un gros paquet de personnages. Il en reste quelques-uns à voir, hein. Un peu celui de Abella, on n'en a pas vraiment parlé, ou celui d'Ossa aussi, parce qu'ils sont particulièrement difficiles à déchiffrer, et ça ne semble pas si simple, donc ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu, allez checker la vidéo un peu originale si vous voulez, elle est sur la chaîne de Lucky. Moi c'est une grosse traduction que j'ai essayé de faire en essayant de synthétiser afin que ça soit plus agréable à écouter. Il y a des vidéos disponibles sur Fear and Hunger sur ma chaîne, hein. Des petites vidéos lore, là, le mensonge de l'ascension qui vient de sortir. Je vais ressortir pas mal de vidéos, donc j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu, un commentaire s'il y a une question, j'hésiterai pas à reprendre certains passages, hein. Là c'est vraiment fait un peu comme ça, je pense qu'il y a moyen d'encore faire glow up tout ça. Force à tous, pouce bleu, on se revoit très vite.